Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le test du XF 60 mm. Alors, c'est pas forcément une optique que j'avais beaucoup envie de tester, mais on m'en parle énormément et elle a une place quand même un peu spéciale sur la gamme. Je me suis dit sincèrement en commençant ce test que ça allait être une optique où j'allais, je pense, pas en dire beaucoup de bien. J'avais un a priori vraiment un peu négatif sur cette optique-là. Et on va voir qu'est-ce qu'il en est après l'avoir testé un peu. Alors, comme d'habitude, j'ai loué cette optique, donc c'est pas Fuji qui me la prête et je ne l'ai pas achetée pour la rendre comme j'ai pu faire au début de cette chaîne et on me l'a beaucoup reproché. Donc, elle m'est arrivée, hop, avec une autre optique dont on parlera une autre fois dans cette petite mallette. Hop, et on va regarder cette optique ensemble. Alors, on va regarder physiquement. Physiquement, quand vous la voyez, cette optique, elle est hyper étonnante. Et oui, en fait, vous la voyez pas. Tout simplement parce qu'elle est masquée par son pare-soleil, tellement son pare-soleil est imposant. Donc ça, c'est vraiment étonnant. C'est vrai que la première fois que je l'ai ouverte, il y a plein de trucs qui m'ont étonné sur cette optique-là. Alors, il faut savoir que c'est une des premières optiques, si ce n'est la première optique quand Fuji a créé cette ligne X. Donc, on est vraiment sur les tout premiers objectifs, des objectifs qui ont aujourd'hui 6 ans. La première chose qui est étonnante, c'est ce pare-soleil. Donc, ce pare-soleil, il est en métal. C'est vraiment du métal. Il est immense, énorme, absolument énorme. Vous avez vu, l'optique est assez petite et le pare-soleil fait quasiment la taille de l'optique. Il a pour défaut d'être, comme il est en métal, il est très lourd. Il est un peu difficile à mettre. Bref, j'ai trouvé ce pare-soleil vraiment embêtant. Et franchement, la première chose que je vais faire, c'est le remettre dans sa boîte et je ne vais plus jamais m'en servir si je devais garder cette optique. Donc, ouais, vraiment un pare-soleil embêtant. La focale est inscrite directement sur le pare-soleil. Bref, un pare-soleil que Fuji n'a jamais reproduit, je pense, et on se doute bien pourquoi, franchement, il n'a pas dû être très bien accueilli. L'objectif en lui-même ressemble à un objectif Fuji. Malgré tout, des petits détails qui font que on a certaines habitudes chez Fuji, par exemple, on a toujours la focale, comme ici, au-dessus du point rouge, et c'est vrai que c'est comme ça pour quasiment tous les objectifs. Ici, ils avaient mis la focale sur le pare-soleil, et on ne retrouve pas la focale ici au niveau du point rouge. Évidemment, c'est un détail. Pour le reste, on a une bague d'ouverture qu'on peut changer avec la position A ici. Pas de bouton sur cet objectif, on a une bague ici de mise au point. Alors, à noter que la bague ici de mise au point est assez ferme, donc c'est assez agréable, ça ressemble un peu aux derniers optiques Fuji. Par contre, la bague d'ouverture ici me semble bien trop flexible et il n'y a pas assez de résistance et elle change très régulièrement sans qu'on le veuille. Alors, on va regarder le nom comme d'habitude. On peut voir que c'est un super EBC 60 mm, ouverture 2.4, que la taille du filtre c'est un 39 mm. Un nom très simple. On peut voir que dans le nom, il n'y a pas la lettre R pour ring, qu'ont adapté les autres appareils Fuji. Donc en l'occurrence, bon, on voit que c'était vraiment les débuts, c'est ça qui m'a fait marrer. Et il y a autre chose que je veux vous montrer, mais pour ça, il va falloir le mettre sur l'appareil photo parce que cet objectif-là, il est un peu différent des autres objectifs et on va comprendre notamment pourquoi en fait ce pare-soleil est complètement disproportionné par rapport à cet objectif. Donc je monte l'objectif sur mon X-T3, hop, voilà, et en fait je vais allumer le X-T3 et on va s'apercevoir de quelque chose. Voilà. Et maintenant, donc je suis en mise au point manuel. Et comme vous allez voir, en fait, le tube optique sort complètement de l'objectif. Voilà, là je suis arrivé au maximum. Donc vous voyez, en fait, cet objectif qui était compact, une fois qu'il a été allumé et que vous faites l'autofocus, on va se rendre compte qu'il est plus du tout, et on est sur un, même si on est sur une focale fixe, on est sur un focus, on est sur des lentilles externes. Donc forcément, quand on met ensuite le pare-soleil, en fait, le pare-soleil, il est taillé pour le fait que on a tout ce tube optique qui vient sortir en fait. Donc bref, une conception un peu particulière que je n'avais jamais vue chez Fuji. À noter que je me suis fait piéger plusieurs fois, c'est-à-dire que si maintenant, hop, j'enlève l'optique, et j'ai tout simplement plus aucun moyen de ranger ce tube-là en fait. Si j'appuie, ça ne marche pas. On va se rendre compte que le bouchon ici, hop, il vient juste sur le tube là. Donc en fait, toute cette partie-là est vraiment séparée avec, j'imagine, tout le moteur autofocus qui est à côté.
et ici toute la partie optique. Bref, du coup, il faut bien faire attention quand vous enlevez l'optique, que cette optique-là, voilà, vous voyez, elle soit bien rentrée. Et ici, je suis obligé de fermer pour qu'elle se rétracte, et maintenant, je peux enlever l'objectif. Bon, voilà, c'est un détail, mais tout ça pour dire que ce n'est pas une optique comme les autres. Donc voilà pour la présentation physique. Cette optique-là, c'est une optique qui a macro dans son nom, mais on va le voir, ce n'est pas tout à fait de la vraie macro. Pour autant, j'ai été, mine de rien, assez surpris. On va commencer par le piqué de l'objectif, puisqu'après tout, c'est ce qu'il y a de, souvent on dit, le plus important dans un objectif. Le piqué est simplement extraordinaire. Donc oui, je pèse bien mes mots. J'ai vu un paquet d'objectifs, je pense. Je commence à en avoir testé vraiment beaucoup. Le piqué, il m'a vraiment étonné. On est sur une optique qui a plus de 6 ans, qui était dans les premiers, donc on s'attend à des défauts, on s'attend à des choses qui ne sont pas terribles. Et le piqué, franchement, il est probablement un des tout meilleurs de la gamme. J'ai été vraiment épaté par ce piqué. Alors, que vous montrez ici, on va s'apercevoir qu'en plus, il est excellent le piqué, mais dès la plus grande ouverture. Déjà à 2.4, au centre, on est quasiment au maximum en termes de piqué et les bords sont excellents. Excellents, ils sont vraiment très bons. On s'aperçoit que, je l'ai comparé, on en parlera un peu plus tard, à d'autres optiques et franchement, il les met par terre. Sur les bords, c'est excellent. On a des bords, là je suis sur, voilà, on est à l'extrême bord ici en bas à gauche et on a des bords qui sont super nets. C'est vraiment de la très grande qualité et le piqué va évoluer finalement très peu au fur et à mesure qu'on va fermer l'ouverture. On va s'apercevoir que la meilleure ouverture elle est probablement atteinte aux environs de f8, mais il y a très peu de différence malgré tout entre f8 et 2.4. Alors il y en a une, c'est comme dans tous les objectifs. Je vais vous le montrer ici, zoomé, hop, à 100%. Donc ça, vous voyez la pièce, hop, on voit effectivement un gain de piqué entre la gauche et la droite. Mais enfin, vraiment, on était déjà à un très haut niveau de piqué à 2.4. C'est juste qu'à F8, c'est vrai qu'on est là, on est carrément dans les tout meilleurs piqués de la gamme. Je pense que c'est juste une histoire de profondeur de champ en plus, parce que ça, c'est la pièce qui est en relief. Donc celle-là, je pense qu'à 2.4, elle était un peu en dehors du focus. Si vous regardez ici, par exemple, une zone qui était en focus, elle a été un peu améliorée entre 2.4 et F8, mais ce n'est pas si flagrant que ça. Bref, franchement, de l'excellent boulot en piqué. J'ai été purement étonné par cette optique-là. On va regarder quelques photos que j'ai faites lors du test, mais on a énormément de détails. Énormément de détails. Vous voyez? Vraiment, ça a été un plaisir. Ici, la grappe de raisin. Je ne sais pas du tout comment ça va passer sur YouTube, mais ça ne peut pas être plus piqué que ça, à mon sens. On sent vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Alors ici, je ne vais pas vous montrer plus que ça les fourmis, mais regardez le piqué des fourmis. Regardez cette fourmi-là. Bref, c'est vraiment topissime. Moi, ici, je suis une photo à f8, ISO 1000. On peut faire du détail, évidemment. Ici, regardez le détail sur cette chaîne. Bref, c'est une optique avec laquelle je me suis régalé. Franchement régalé, alors même que je ne pensais pas du tout l'apprécier. Je me suis aperçu que c'était finalement un petit bijou. Vraiment un petit bijou, cette optique. Donc, tout ça pour dire, le piqué, c'est top. On peut parler maintenant vite fait du bokeh. Le bokeh est excellent aussi, je l'ai trouvé hyper crémeux, on peut faire des choses vraiment top. On va approfondir un tout petit peu le sujet dans quelques minutes, mais le bokeh aussi m'a semblé vraiment très bon, avec des billes qui sont absolument toutes rondes. Franchement, c'est un des bokehs les plus purs que j'ai vu sur la gamme. On a des billes qui sont vraiment rondes de chez rondes, quoi. Il n'y a pas du tout d'ovale, même sur les côtés, ça reste globalement rond. On n'est vraiment pas sur des yeux de chat, on est sur vraiment un beau bokeh. Franchement, une optique que j'ai vraiment appréciée. En termes de défauts optiques, on a très peu de vignettage, très peu d'aberrations, très peu de distorsion. Je dis très peu parce que ça existe à la plus grande ouverture. On a un tout petit peu de vignettage, on est à 0,8, on est à moins 0,8 EV, on a un tout petit peu de distorsion, je crois qu'on est dans l'ordre du 2%. Mais bon, grosso modo, ça se corrige tellement très facilement que c'en est presque négligeable. C'est vraiment quelque chose qui est pas significatif. Ce qui m'a étonné avec cet objectif, en fait, c'est qu'on dit souvent que c'est un objectif macro, mais malheureusement, on a tendance à dire que c'est un macro
il ne devrait pas s'appeler macro. Officiellement, techniquement, on ne peut pas s'appeler macro tant qu'on n'atteint pas un rapport de reproduction de 1 sur 1, de 100%, 1 cm dans la vraie vie égale 1 cm sur le capteur. Ici, on a un rapport de 1 sur 2, donc on a un rapport à peu près de 50%. Donc, on n'est pas sur de la macro, on est sur de la proxy photographie officiellement. Et donc, on a tendance à dire, mais non, bah ça, tu ne dois pas acheter ça parce que tu ne pourras pas faire de macro avec. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir quelle est vraiment la différence entre un rapport de reproduction de 1 sur 2 et de 1,1. Et donc, c'est ce que j'ai voulu vous montrer avec ces photos-là. Donc, ici, j'ai pris une pièce de 2 € parce que comme une pièce de 2 €, ça parle à tout le monde au niveau taille. Je vous mets la photo telle qu'on peut la prendre avec n'importe quel objectif qui ne serait pas tagué macro. On voit qu'on n'arrive pas à la faire rentrer dans le cadre, finalement. Et je vous montre la photo telle qu'on peut la cadrer avec cet objectif, donc avec un rapport de reproduction 1,2. On se rend compte que on arrive quand même à faire une photo, à la mettre entière sur la photo. Donc on a quand même un sacré zoom et on a quand même un sacré gain par rapport aux autres objectifs de la gamme qui ne sont pas du tout tagués macro. Hein. On voit bien la différence entre cet objectif-là qui est macro et les autres. Donc, tout ça pour vous dire que ici, je veux juste vous montrer ce qu'on peut faire avec ce genre d'optique-là, parce que c'est une des questions qu'on me posait le plus. Oui, mais ça donne quoi 50%? Ben là, voilà, vous avez une bonne idée d'un petit trou de fourmi comme ça qui est dans le sol. On voit bien les petites herbes, les cailloux qui sont à côté. Donc, ça, c'est une photo que j'ai prise pour vous donner une idée de l'échelle. Ben, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut zoomer à peu près comme ça. Donc là, je ne suis pas zoomé hein, sur la photo. On peut arriver à faire quelque chose comme ça. Donc, clairement, ça donne quand même un sacré niveau de macro, de zoom. Vous voyez à quel point on peut vraiment se faire déjà plaisir. Au niveau des yeux, parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent quand on fait des yeux, quand on fait un objectif macro, la première chose qu'on fait, c'est on essaye de faire une photo d'un œil. Vous voyez, on peut se rapprocher très très fort de l'œil. Et ici, donc l'œil, hop, on peut voir mon reflet avec ma femme, c'est marrant. C'est toujours quelque chose qu'on fait avec des objectifs macro. Voilà, tout ça pour vous dire que sur une plante comme ça, vous voyez, donc une plante classique, on peut se rapprocher comme ça. Donc on passe de ça à ça. Donc encore une fois, quelque chose qui est vraiment pas négligeable et finalement quelque chose qui est sûrement suffisant, je pense. Finalement, je crois que c'est ça le bon terme. C'est que j'ai l'impression que finalement c'est suffisant parce qu'il ne faut pas oublier que la macro c'est très très compliqué. Et souvent, dès qu'on se rapproche un peu trop, de toute façon, on est obligé de composer avec une profondeur de champ qui est épaisse comme une feuille de papier et donc on n'arrive à rien et les photos sont floues et de toute façon, je vous dis sans arrêt lorsque j'ai les élèves de la formation, acceptez de vous éloigner un tout petit peu, acceptez à la limite de recropper ensuite dans votre photo, mais ça sert à rien de s'approcher trop parce que sauf à être sur un insecte, sur quelque chose qui est infiniment petit, quand vous faites une fleur, vous n'avez pas besoin de vous rapprocher à la limite plus que ça, je trouve. Même ici, j'aurais peut-être tendance à essayer de vouloir garder les pales. Alors oui, évidemment, on peut essayer de faire un 1-1 et n'avoir que le cœur en gros plan. Mais bon, moi j'ai eu l'impression que finalement, le message que j'avais envie de vous faire passer, que j'ai décidé de vous faire passer, c'est que ça m'a l'air suffisant pour la plupart des gens qui veulent s'amuser un peu en macro. On voit très bien, hein, je vous remonte les fourmis, mais on voit très bien. Alors certes, un objectif macro, peut-être qu'il aurait eu 2 fois plus gros, c'est sûr, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hop, je vous remonte le bokeh, regardez à quel point cette feuille, elle est nette. On a tous les pores de la feuille, bref, c'est sublime. J'avance. En plus de la macro, on peut évidemment, avec cette focale qui est un équivalent, alors si je calcule, on est à 60, 60 plus 30, on est un équivalent 90 mm, donc on est forcément capable de faire du portrait. Je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble en portrait. Alors ici, je voulais vous montrer le bokeh. Donc on peut voir ici encore une fois un débit super rond derrière. Donc, je vous montre le bokeh avec à peu près un fond qui est à 10 mètres, donc quelque chose qui est vraiment très crémeux. Je voulais vous montrer maintenant le bokeh avec un fond à 2 mètres sur celui-là. Donc, on voit que même avec un fond à 2 mètres, on est relativement crémeux et avec un joli bokeh. Et on a la capacité, puisque c'est une optique macro, de venir s'approcher du sujet. Donc là, ici, j'ai cadré en ayant quasiment que le visage. On peut voir qu'on a ce bokeh type
des objectifs macro qui fait que on est tellement proche que c'est vraiment extrêmement fluide, extrêmement crémeux. Derrière, au niveau du bokeh, c'est extrêmement doux. Je voulais, hop, vous remontrer un coup de piqué. Regardez-moi le détail sur ces cils. Topissime encore une fois. Bref, et regardez le détail sur les yeux ici. On est à 2.4, hein, donc la première ouverture. Et regardez le bokeh que ça produit derrière. Bref, ça donne des choix. Ce genre d'objectif, il vous permet de faire des photos que vous ne pourrez pas faire avec les autres objectifs. Ça vous donne des choix créatifs. Ça vous permet d'avoir des bokehs qui normalement sont autorisés uniquement pour du full frame. Alors vous n'êtes pas obligé, vous êtes obligé de modifier votre cadrage, mais enfin, ça vous donne des choix qui sont quand même pas dégueulasses et ça permet de faire des photos de détail comme ici sur cette chaîne-là. Donc voilà, une chaîne classique, vous voyez, hein, c'est assez grand, c'est assez petit. Et voilà comment je peux m'approcher avec ce XF60 et avoir énormément de détails sur cette chaîne. Donc voilà, très bon macro, j'ai trouvé suffisant probablement pour la plupart des gens qui veulent s'essayer un macro, qui veulent jouer un peu. Probablement aussi un bel atout pour de la photo de portrait, donc finalement une optique polyvalente. La question suivante que je veux traiter, c'est l'autofocus. C'est sûr que l'autofocus de cet appareil photo est un autofocus de toute première génération avec probablement un des moteurs autofocus les plus lents de la gamme puisque depuis il y a énormément de choses qui ont évolué. Alors on a un autofocus à étapes, donc palier par palier, donc c'est des autofocus qui sont un peu lents, qui se cherchent un peu plus. C'est sûr qu'en macro, je vais vous conseiller forcément un focus manuel. En macro, dès que vous vous approchez, c'est sûr que l'autofocus ne fonctionne plus, mais c'est le cas que je prends le XF80 qui est le dernier autofocus et le dernier objectif macro que vient de sortir Fujifilm en 2018. Il n'est pas mieux en autofocus, hein. Je fais aussi l'autofocus en manuel. Donc moi, à chaque fois qu'on fait une optique macro, j'ai tendance à dire mettez-vous en manuel. Cherchez pas à faire l'autofocus avec le moteur. Donc ici, c'est la même chose. Par contre, l'autofocus, lorsqu'on s'éloigne un tout petit peu, m'a semblé finalement pas si mauvais que ça. Alors c'est sûr que je ne ferai pas de la vidéo avec. Il est un tout petit peu bruyant, même si c'est pas gênant, mais il est surtout un peu lent. Il va mettre 1 seconde à acquérir la mise au point. Par contre, il est extrêmement précis, donc pas de problème à ce niveau-là. Malgré tout, c'est sûr que on ne ferait même pas par exemple du sport avec. On va faire quelque chose un peu plus lent. Vous voyez, c'est sûr que si j'essaye de faire une abeille qui bouge beaucoup avec, j'y arriverai probablement pas, sauf à le faire en manuel et à me débrouiller tout seul en fait. Mais voilà, en tout cas l'autofocus fonctionne plutôt pas si mal, je m'attendais à pire que ça. Je vais vous montrer une vidéo avec le XH1. Donc c'est la première vidéo, on va se rendre compte qu'avec XH1, donc la génération XT2, XT20, XE3, X Pro 2, on va s'apercevoir qu'on a un moteur qui va hésiter beaucoup plus. Il va faire des erreurs. Ici, hop, voilà, il trouve la mise au point. Ici, il trouve la mise au point. Ici, voilà, là, il hésite. Et on voit étape par étape, il se rapproche. Et maintenant, il a l'autofocus. Hop, il a dépassé. Il revient. Le fonctionnement un peu classique de ces anciennes autofocus, malheureusement. Ici, donc sur mon flash où je suis en macro, il est très près de moi. On voit que là, il a eu beaucoup de mal. Donc ici, sur du détail où il faut être très précis sur la profondeur de champ, je passe du clavier au logo MacBook Pro. Et là, on voit que c'est très difficile pour lui. Là, voilà, sur le mètre. Vous voyez, à chaque fois, il y va un peu trop. Il dépasse, il revient, il ajuste. On voit ce comportement typique d'une ancienne optique. Donc ça, il le fait, hein, que vous soyez en bonne lumière ou en mauvaise lumière. C'est à peu près ce genre d'autofocus que vous devez vous attendre. Donc il fait la mise au point, il fait le job, mais il met probablement 1 seconde à faire la mise au point. Et parfois, quand vous êtes vraiment dans des cas difficiles, voilà, comme ici, là, par exemple, il galère vraiment à faire la mise au point. Voilà, je pense que vous avez compris. On va passer maintenant à ce que ça donne sur un XT3. Alors sur un XT3, on va voir qu'il y a une amélioration, mais qu'on est loin d'être parfait. Allez, on y reva. Donc voilà. Là, il a trouvé l'autofocus déjà beaucoup plus rapidement. Voilà. Autofocus du premier coup, sans hésiter. Là, pareil. Là, pareil. Vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure? Là, ça va extrêmement vite, hein. On voit bien la différence quand même. Ici, sur un sujet beaucoup plus proche, c'est plus dur, mais effectivement, il va toujours plus vite. Même si, vous voyez, les erreurs sont toujours permises. Alors là, j'alterne comme tout à l'heure où il n'y arrivait pas du tout. Et ici, je vais m'apercevoir qu'il y arrive bien finalement. Clavier, écran, clavier, écran. Ici, je reviens sur la macro.
Et j'ai pas eu à aucun moment de vrai problème avec le X-T3. Donc on voit encore une fois un objectif qui profite du X-T3 et qui améliore considérablement son autofocus grâce à ce nouveau capteur du X-T3. Donc autofocus, plutôt pas si mal que ça si vous voulez pas faire du sport. Je me suis essayé malgré tout à faire du sport avec l'autofocus du X-T3. Malheureusement, j'ai supprimé ma rafale lors du tri, donc j'ai regretté, mais c'est comme ça. Donc vous êtes obligé de me faire confiance. J'avais quasiment aucune photo floue sur la course effrénée de mon fils du fond du jardin vers moi. Donc même en sport avec le X-T3, finalement, il n'a pas été si mal que ça, j'ai trouvé, et ça passait largement. Encore une fois, on a toujours ce super piqué ici qui est vraiment présent sur toutes les photos. C'est vraiment topissime. La suite, c'est le Pars. Vous parlez de son prix, il est vendu 589 €, ce qui n'est pas si cher pour un objectif de cette qualité-là, avec un mode macro, avec un super piqué. Enfin, avec tout ce qui vous permet, franchement, c'est pas très cher sur le marché, 589 €. Voilà, on arrive à la conclusion du test de ce XF60. Clairement, je me suis fait plaisir avec. Clairement, je vous le recommande si vous n'avez pas prévu de venir faire des photos, si vous n'avez pas prévu de faire de vidéos avec, si vous n'avez pas prévu de faire beaucoup de sport avec. Ce n'est pas forcément une optique de sport, même si elle est capable de le faire occasionnellement et qu'avec le X-T3 surtout, elle m'a permis de faire des choses plutôt sympas. Pour le reste, je pense que vraiment c'est impossible d'être déçu de son piqué. Vous allez être ravi du piqué, que ce soit au centre ou sur les bords. Vous allez être ravi aussi, le piqué reste assez bon jusqu'à F11. Donc même si vous fermez pour gagner en profondeur de champ, vous conservez un bon piqué. Après F11, ça devient un peu plus difficile, mais même à F22, il n'est pas si mal. Je vous montre la différence par exemple entre F8 et F22. Hop. Vous voyez, à F22, il ne se comporte pas si mal, on ne voit pas une grande différence. Bref, j'ai testé quelques photos à F22, c'était vraiment pas si mal que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez beaucoup plus sur le XF60. Vous avez compris que je ne peux pas faire autre chose que vous le recommander. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Comme d'habitude, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. En complément de cette vidéo, si vous êtes chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant pour vous aider avec votre Fuji. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous l'avez ce XF30? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous l'avez découvert aujourd'hui avec cette vidéo et il pourrait vous intéresser? Dites-moi tout ça en commentaire. Ou alors, est-ce que vous l'avez eu, vous en êtes déçu? On est ici sur un site communautaire. Dites-nous en bas de la vidéo, qu'est-ce que vous en avez pensé que ça aide les autres. À bientôt!